Rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont retrouvés ce mercredi. Au cœur de la rencontre, une décision pour mieux gérer les musées et lieux de patrimoine. Compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, le PACOFID, le programme qui est dédié à cette ambition entrepris de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Les précisions dans un instant. Et en Libye, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha, a échappé ce dimanche à une attaque près de Tripoli. Son convoi était la cible de balles tirées à partir d'une voiture blindée. Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver à ce grand rendez-vous avec les informations sur Speed, la télévision. 3 nominations et une décision pour encadrer la gestion des musées et lieux de patrimoine. Voici la livraison des actes clés de la réunion du gouvernement sur la substance avec Wilfried Léandre Ongwidji, porte-parole du gouvernement. Au terme des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 9 février 2022, que le chef de l'État, M. Patrice Talon, a présidé, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, création du musée d'art contemporain de Cotonou et de la réunion des musées publics. Le musée est créé dans le but de donner corps à l'ambition du gouvernement de réhabiliter le tissu muséal national et de valoriser la création plastique. Destiné à offrir une ouverture sur le patrimoine culturel national, mais aussi sur la création contemporaine, il aura pour mission essentielle la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l'art contemporain béninois. De façon spécifique, il sera chargé de conserver, protéger, restaurer, faire circuler et diffuser les œuvres d'art contemporain, contribuer à l'enrichissement de ces collections par l'acquisition de celles-ci à titre onéreux ou gratuit, rendre les collections accessibles au public, concevoir et exécuter des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous aux collections d'art contemporain et à leurs valeurs scientifiques, assurer et autoriser l'étude scientifique de ces collections et contribuer ainsi au progrès de la recherche dans le domaine. Développer des actions de partenariat et de coopération relevant de son champ d'action avec des établissements poursuivant des buts similaires en Afrique et dans le monde. Quant à la réunion des musées publics, il s'agit d'un établissement public en charge de la gestion de l'ensemble des musées publics de notre pays. Sa gestion s'étend dans un premier temps aux infrastructures culturelles en cours de construction ou de réhabilitation telles que le Musée international de la mémoire de l'esclavage, celui de l'épopée des Amazones et rois du Dahomey, le Musée international du Vaudou, le Musée Alessandre Sénou à Dandé et le Musée romain. Son portefeuille pourra ensuite être élargi à tout autre musée dont la gestion lui sera confiée. Il aura notamment pour mission de définir l'organisation de chacun des musées sous sa responsabilité, puis de veiller à la maintenance et la mise en valeur des équipements muséaux et associés, la conservation technique des collections, la promotion des équipements muséaux, la sécurité du public et des visiteurs des espaces muséaux, organiser et développer l'économie dérivée, développer des approches de mécénat pour accroître les ressources propres hors subventions et allocations publiques, de même que des événements scientifiques ou culturels relevant des thématiques de ces musées. En autorisant la création de ces organismes, le Conseil a instruit les ministres intéressés de veiller à leur opérationnalisation. En attendant, leur portage institutionnel se fera respectivement par la Galerie nationale et par l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin, les conditions et modalités de délivrance des agréments pour la fabrication et l'importation du tabac, ses dérivés et assimilés en République du Bénin, ainsi que le décret portant approbation des statuts du laboratoire d'études et de surveillance environnementale. S'agissant des communications, contractualisation pour l'acquisition de kits de réception de la TNT. Pour rappel, le Conseil des ministres avait approuvé en octobre 2020
le choix du mode accès libre pour le lancement de la télévision numérique terrestre. En exécution de cette décision, le ministère en charge du numérique avait lancé un avis à manifestation d'intérêt à l'endroit des entreprises désireuses de commercialiser les kits de réception TNT. Ceci dans le respect du processus d'agrément des kits, des facilités accordées par l'État et des tests en vigueur, notamment en ce qui concerne les prix plafonds du kit de base de réception de la TNT. À l'issue de la phase de test de décodeurs en laboratoire, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a octroyé en novembre 2021 des agréments à 3 modèles de décodeurs soumis par 3 entreprises de droit béninois qui ont démarré l'accomplissement des diligences pour approvisionner de façon progressive le marché intérieur. Au regard de cette démarche commerciale de mise à disposition des kits de réception de la TNT par les dites entreprises, le gouvernement a décidé de renforcer au démarrage la disponibilité des dits kits dans les arrondissements par l'acquisition en vue de la distribution commerciale avec la collaboration des collectivités locales. Ceci permettra de satisfaire les premiers besoins des populations. Les préparatifs pour l'organisation des élections pour la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat vont bon train. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le comité d'organisation de la dite élection. Et face aux hommes des médias, Jacques-Richard Kodjo a présenté les démarches menées par le bureau qu'il préside. Aussi a-t-il dévoilé la feuille de route pour la suite. On le suit. Dans un premier temps, le comité, dès la signature de l'arrêté interministériel, dès le lendemain d'ailleurs, l'arrêté interministériel a été signé le 29 novembre et le 1er décembre, le comité a été installé par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Il faut noter à ce niveau, il faut faire remarquer la volonté et la sagacité du ministre des petites et moyennes entreprises, qui est complètement moulu dans cette réforme et qui souhaite que cette réforme aille très vite. Et lui-même et les cadres de son ministère ont mis les bouchées doubles pour que les choses aillent plus vite. Et dès la signature de l'arrêté interministériel, le ministre a installé le comité. Donc, date d'installation du comité, 1er décembre 2021. À cette installation, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a été clair. Il a donné 60 jours au comité pour que les élections soient organisées pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, 60 jours sont passés. Les élections n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il était important que nous venions vous en parler. Si vous avez bien suivi le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, vous l'aurez remarqué, le Conseil des ministres a pris acte des résultats du recensement national des artisans, RNA. C'était le point de départ de tout. Il fallait que le Conseil des ministres prenne acte, parce que c'est de ces résultats que la liste électorale sera générée, parce que c'est de ces résultats que les 80 sièges de la Chambre des métiers de l'artisanat seront répartis. Les 80 sièges seront répartis selon le poids de chaque métier, de chaque branche et de chaque sous-branche. Et de chaque branche, de chaque sous-branche, par département. Voilà. Et c'est en fonction de tous ces éléments que les sièges vont être répartis par département. Ensuite, très vite, dans cette semaine ou la semaine prochaine, nous aurons un arrêté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises indiquant la répartition des 80 sièges par branche et sous-branche. C'est un arrêté qui doit consacrer cela. C'est ce que le décret et la loi a prévu, ou le décret a prévu.
Donc, cet arrêté, vous avez compris que cet arrêté ne pouvait pas être pris sans la prise d'acte des résultats du recensement. Et j'en parlais à l'entame de cette édition, compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations. On parle du PACOFID. Le programme qui est dédié à cette ambition a entrepris de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Derrière cette initiative, l'Agence de promotion des investissements et des exportations en partenariat avec la Banque mondiale. Plus de précisions. Le programme d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID, un projet ambitieux du gouvernement du Bénin. L'idée est de pérenniser les acquis du secteur agricole et cette activité s'inscrit dans cette logique, à savoir amener les acteurs de l'agroalimentaire à mieux s'outiller en vue de booster la production agricole. Il s'agit là d'un programme de développement, d'un engagement en faveur de la compétitivité et à la diversification des chaînes de valeur dans le secteur agricole du Bénin à travers la mise en place d'une plateforme de dialogue public-privé. Ce programme qui nous réunit aujourd'hui, pourquoi est-il nécessaire? Juste pour apprendre à penser autrement. Et pour cette première série de formations, les filières ananas, anacarde sont celles ciblées pour le moment. Les acteurs seront formés par des experts de renom. Je reste persuadé que vous saurez travailler également au transfert de compétences de sorte à assurer la pérennisation de cette belle expérience que le PACOFID inaugure avec vous au Bénin. Nous sommes passés très vite d'être des consultants en stratégie, des consultants en développement, à devenir des formateurs parce qu'on croit que les capacités locales, d'abord, existent et, deux, peuvent être développées avec des connaissances que l'on trouve dans l'expérience, que l'on trouve à travers la théorie. Le PACOFID va durer 2 ans, mais dans l'immédiat, les parties prenantes devront s'atteler à produire des résultats probants en vue de propulser l'économie béninoise dans le monde. Et puis ce journal se poursuit, le suivi régulier des chantiers afin de s'assurer de leur bonne exécution est au cœur de la politique du gouvernement du président Patrice Talon. Et c'est dans cette dynamique que le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a de nouveau effectué une visite de la zone économique spéciale à Glodjibé. Et c'était ce mardi 8 février 2022 en compagnie des responsables de l'APIES et de la CIPI Bénin SA. Romaric Dossa nous fait le compte-rendu. Cette visite du ministre d'État Abdoulaye Biotchane de la zone économique spéciale à Glodjibé fait suite à celle du 25 novembre 2021. Elle a débuté par une séance de travail au cours de laquelle il a été présenté au ministre l'état d'avancement des travaux et investisseurs en cours d'installation. Aujourd'hui, nous sommes à 85% d'achèvement en ce qui concerne la première phase de développement de la zone qui couvre à peu près 400 hectares. Sur ces 400 hectares, nous avons déjà signé des contrats de réservation de parcelles avec à peu près 24 investisseurs pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. Il faut noter qu'à la date du 8 février 2022, 24 entreprises ont déjà signé avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, CIPI Bénin, leur contrat de réservation des parcelles au sein de la G10. Il faut le constater, d'une visite à l'autre, les choses changent complètement sur le site. Et donc nous avons bon espoir que dans 3-4 mois, il y ait effectivement sur le site un certain nombre d'entreprises et un certain nombre en fait, de jeunes qui prendront en fait leur fonction au sein de la zone. Du côté de la société d'exploitation, beaucoup de choses sont faites. Nous avons visité ensemble la sous-station électrique. Nous pouvons voir l'état d'avancement des bâtiments qui vont abriter les différents services. Et donc je crois que là aussi, il y a des progrès substantiels sur les 4 points principaux
les 4 principaux engagements qui ont été pris par l'État, nous sommes largement en avance. L'amener du très haut débit de l'Internet est réalisée. L'eau potable sur le site est déjà disponible. L'électricité, qui était un point crucial le 25 novembre quand j'étais ici, est désormais disponible. Nous venons de visiter ensemble la sous-station. La route, qui est la dernière infrastructure, vous le voyez, est en train d'être construite de part et d'autre. La zone économique va générer des milliers d'emplois. Pour la première phase de recrutement lancée, des milliers de souscriptions sont déjà enregistrées. Et pour la note sportive de ce journal, le ministre des Sports, Oswald Romeki, assisté de son homologue des Affaires sociales, Véronique Toïfodé, il a procédé ce mercredi 9 février à la remise d'un important lot de matériel sportif à la Fédération handisport du Bénin. Et c'était en présence de plusieurs acteurs sportifs béninois. Des ballons de basket, des jeux de maillot complets de basket, des chasubles, des boules de masse de 3 à 5 kg, des sièges pour des lancers assis. C'est le lot d'équipements sportifs et de la formation sportive offert par la direction des sports aux personnes porteuses de handicap et passionnées de sport du Bénin. Le matériel que votre ministère nous donne aujourd'hui va permettre à toutes les personnes handicapées de tout le Bénin de profiter de cela et de permettre pour les compétitions internationales à venir de compétir d'égal à égal avec les autres Paralympiens d'Afrique et du monde. Ce lot de matériel tient compte des différentes classes de handicap, notamment les déficients visuels, les déficients intellectuels, les déficients moteurs dans toutes leurs catégories. Le patron des sports béninois n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Il renouvelle sa détermination et son engagement à travailler pour soulager et soutenir davantage les personnes vivant avec un handicap. Le succès que nous avons célébré il y a quelques semaines montre bien que porter un handicap n'est pas synonyme de faiblesse et que ce que les hommes et les femmes sont capables de faire de façon générale en termes de performance, les personnes porteuses d'un handicap sont tout aussi capables de le faire. Et d'ailleurs, en la matière, j'ai toujours dit, il ne faut pas seulement se contenter de la catégorisation qui est faite des handicaps intellectuels, moteurs. Il faut surtout que chacun s'interroge pour voir si, en définitive, nous ne sommes pas tous handicapés quelque part de quelque chose. Très émue, la ministre des Affaires sociales salue l'acte de son homologue des sports pour son engagement à contribuer à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées par la pratique du sport. Elle exhorte ensuite les bénéficiaires à faire bon usage des matériels et équipements. Je sais compter sur votre patriotisme et votre humanité pour conduire avec abnégation les actions de promotion du sport paralympique. Le sport est un moyen d'intégration et, comme le disait tout à l'heure le président du comité national, d'inclusion des personnes handicapées. Considérez que vous avez désormais une supportrice et un supporter engagés à vos côtés. Les acteurs sportifs entendent donc œuvrer davantage aux côtés de l'autorité pour une satisfaction graduelle des doléances du mouvement handisport du Bénin. Et nous quittons ainsi le Bénin pour prendre la direction du Burundi pour ce qui concerne les informations sur le continent. Eh bien, les habitants de Bujumbura ont partagé leur optimisme au lendemain de l'annonce de l'Union européenne qui a déclaré qu'elle reprendrait l'aide financière accordée au pays. Eh bien, suspendu depuis 2016, les financements directs européens avaient été stoppés au nom du respect des droits de l'homme et suite à l'escalade de violences meurtrières observées dans le pays. Voici ici les images. Au Burundi, les habitants de Bujumbura ont partagé leur optimisme au lendemain de l'annonce de l'Union européenne qui a déclaré qu'elle reprendrait l'aide financière accordée au pays.
Suspendus depuis 2016, les financements directs européens avaient été stoppés au nom du respect des droits de l'homme et suite à l'escalade de violences meurtrières dans le pays. On voit que l'Union européenne donnait des dons au Burundi pour accroître ses projets et aussi pour le développement de notre pays. Ça va contribuer beaucoup. Mardi, l'institution européenne a salué le résultat du processus politique pacifique entrepris lors des élections générales de mai 2020, sans en oublier pour autant les efforts à poursuivre, voire à multiplier en matière des droits de l'homme. C'est une mesure qui nous a tant endeuillés, mais heureusement que les preneurs de cette décision viennent de se ressaisir et de la relever sans condition. Maintenant, nous avons l'espoir que tout va prendre le bon chemin. Et surtout, l'économie va sensiblement croître, et vous allez le constater. La levée des restrictions intervient à la suite d'une mesure similaire prise en novembre dernier par les États-Unis, mais les ONG ont condamné cette décision, affirmant que rien n'avait changé pour la justifier. Et l'Union européenne, elle, entend développer un partenariat vert avec le Maroc afin de renforcer la coopération énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Une déclaration ce mercredi à Rabat de la présidente de la Commission européenne lors de sa première visite officielle dans le Royaume. Le Maroc va développer un partenariat vert avec l'Union européenne afin de renforcer la coopération énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Le rapprochement a été officialisé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de sa première visite officielle à Rabat. Nous travaillons au développement d'un partenariat vert entre le Maroc et l'Union européenne. C'est le premier que nous développons avec un pays partenaire. Cela nous permettra aussi de nous engager ensemble dans le développement de notre énergie plus verte. Nous coopérons également pour renforcer la connectivité de nos sociétés, y compris grâce à un large partenariat numérique. Beaucoup peut être fait pour intégrer davantage nos économies et mieux les adapter. Ce sera au bénéfice de nos entreprises, de leurs salariés et de tous les travailleurs. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Il vise à renforcer la coopération en matière d'énergie, de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de l'environnement. La Libye, c'est aussi l'actualité. Eh bien, elle échappe à une tentative d'assassinat. Le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, a échappé ce dimanche à une attaque près de Tripoli. Eh bien, son convoi était la cible de balles tirées à partir d'une voiture blindée à Janzour, à une douzaine de kilomètres de Tripoli. Une attaque qui fait craindre une reprise des violences dans le pays. Le Premier ministre libyen victime d'une tentative d'assassinat. Des assaillants ont tiré sur la voiture d'Abdulhamid Al-Deiba ce jeudi, mais il en est sorti indemne selon son entourage. L'incident s'est produit alors que le chef du gouvernement libyen regagnait son domicile. Ces assaillants n'ont pu être identifiés. Ils auraient pris la clé des champs. Après le report de la présidentielle de décembre, le climat politique reste tendu en Libye. Des factions appellent à la démission du Premier ministre, mais Abdulhamid Al-Deiba a prévenu qu'il restera en poste jusqu'à la tenue des élections. Et le continent africain serait encore loin dans la course contre la Covid-19. Seulement 11% de la population est pleinement vaccinée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait multiplier par 6 les injections pour permettre au continent de couvrir dans les prochains mois 70% des citoyens. Et cette question sera nécessairement à l'ordre du jour du sommet de la semaine prochaine à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Union africaine. Le continent africain est encore loin dans la course contre le Covid-19. Seuls 11% de la population est pleinement vaccinée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait multiplier par 6 les injections pour permettre au continent de couvrir dans les prochains mois 70% des citoyens.
Cette question sera nécessairement à l'ordre du jour du sommet la semaine prochaine entre l'Union européenne et l'Union africaine. Pour certains experts, les obstacles sont encore nombreux pour réussir la campagne vaccinale. Nous avons besoin de plus de vaccins. Il y a tout d'abord un problème d'approvisionnement, un problème prévisible. Nous avons besoin que les pays à haut revenu s'assurent que nous puissions être en mesure de recevoir des vaccins. Et puis, il y a le problème des systèmes de santé. Nous devons les renforcer. Il faut lever les droits de propriété intellectuelle. C'est la seule façon d'assurer un approvisionnement juste. La seule façon de sauver la vie de nos concitoyens, c'est de pouvoir produire et assembler dans nos pays des vaccins et des produits de diagnostic. L'idée d'une levée des brevets sur les vaccins est soutenue par plusieurs pays, des ONG et des eurodéputés. Il faut faire tout ce qui est possible. Si le partage des brevets, si le fait de permettre à nos pays partenaires d'avoir leur propre production est un moyen approprié, alors il faut le faire. Au bout du compte, les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être plus importants que le fait de sauver des vies. La Commission européenne et plusieurs pays s'opposent pour le moment à une levée des brevets. Ces responsables estiment que garantir des licences, que le partage des vaccins et que l'investissement dans des sites de production, comme celui visité mercredi au Sénégal par la présidente de la Commission, sont de meilleures solutions. Tout d'abord, mes félicitations. L'Afrique a reçu jusqu'à ce jour 600 millions de doses, dont un quart provient de l'Union européenne. Et nous irons en France avant de boucler la boucle et nous allons parler du procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises parviendra-t-elle à percer le mystère de Salah Abdeslam? Après 4 mois d'audience, un nouveau chapitre s'est ouvert depuis janvier avec des interrogations des 11 accusés présents. Portrait ici du plus médiatique d'entre eux. À Paris, le procès des attentats du 13 novembre 2015 était marqué ce mercredi par la première audition de Salah Abdeslam, le seul rescapé du commando terroriste qui avait fait 130 morts sur les terrasses de café au Bataclan et aux abords du Stade de France. Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, a affirmé d'emblée le principal accusé de ce procès qui dure depuis déjà 5 mois. Abdeslam a réaffirmé son soutien à l'État islamique, faisant le parallèle avec les crimes commis par Bachar al-Assad en Syrie. Cette première audition devait se pencher sur le profil de ce djihadiste de Molenbeek dans la banlieue de Bruxelles, un ex-petit délinquant davantage intéressé par les soirées entre amis que par la religion, qui semble s'être tourné sur le tard vers le djihad. Sur son rôle exact lors des attentats, les familles des victimes ne se font guère d'illusions. Dès qu'on aborde en fait le vrai sujet, c'est-à-dire quelle est la mission, pourquoi et comment ont-ils été envoyés, eh bien on voit qu'à ce moment-là, en fait, on se retranche, non pas vraiment derrière son droit au silence, mais en tout cas, on répond de manière très évasive et on n'apporte pas les vraies réponses. Le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam avait déposé 3 des terroristes au Stade de France qui se sont fait exploser sans être parvenus à rentrer dans l'enceinte. Salah Abdeslam, lui, a pris la fuite. Devant la cour d'assises de Paris ce mercredi, il a affirmé pour la première fois avoir renoncé à enclencher sa ceinture explosive. Le verdict dans ce procès est attendu d'ici fin mai. Et voilà qui vient donc mettre un terme à cette session de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne de télévision. À bientôt.